Si vous êtes convaincu que derrière chaque émotion ou demande de votre enfant se cache un besoin, que vous faites du mieux que vous pouvez pour y répondre et que malgré tout, cette émotion, ces demandes semblent sans fin, ou en tout cas au-delà de ce que vous pouvez raisonnablement fournir, alors cet épisode est pour vous. On va regarder ensemble ce que cette idée, l'idée que derrière chaque émotion ou demande, il y a un besoin à satisfaire, a de juste, et ce qu'elle oublie. Alors Zou, c'est parti, allons voir d'un peu plus près l'idée que derrière chaque émotion se cache un besoin. Bonjour et bienvenue dans Du côté des parents, un podcast qui, comme son nom l'indique, est résolument tourné vers les parents. Je suis Sandrine Donzel, thérapeute familiale conférencière spécialisée dans l'accompagnement parental depuis 2010. Ces années d'expérience m'ont permis de comprendre que les parents n'ont pas besoin de conseils parfaits, inapplicables dans un monde qui justement ne l'est pas parfait, mais plutôt de réponses qui tiennent compte de leur réalité sans leur laisser croire qu'ils commettent un potentiel désastre pour le développement de leur enfant à chaque instant. Si c'est ce genre de réponse que vous cherchez, alors bienvenue dans Du côté des parents, un podcast dans lequel je vous propose une approche concrète, pragmatique de la parentalité. Pas de recette miracle, mais des outils, des perspectives pour voir les choses autrement et affronter les défis parentaux du quotidien avec un peu plus de confiance et de sérénité. Si ça vous plaît, alors montez le son et zou, c'est parti pour un nouvel épisode de Du côté des parents. Souvent que derrière chaque émotion ou demande, en effet, se cache un besoin et que pour apaiser l'émotion, il faudrait répondre au besoin. C'est le genre de phrase qu'on voit à peu près partout, dans les bouquins de parentalité positive, sur les comptes Instagram de développement personnel, dans les formations à la communication bienveillante. Et sur le papier, ça a tout pour plaire. C'est logique, c'est presque évident et c'est assez séduisant. Mais dans la vraie vie, vous l'avez sûrement déjà vécu, les choses ne se passent pas tout à fait comme ça. Prenons une situation très classique. Le soir, un enfant multiplie les demandes. Il veut une histoire, encore une. On essaye de négocier, puis on réussit à imposer que là, cette fois, c'est la dernière histoire. Et après, il va demander un câlin, puis encore un autre câlin, puis encore un dernier. Et puis après, il faut mettre la lampe par-ci, il faut allumer le couloir, il faut laisser la porte ouverte un peu, mais pas trop. Une fois qu'on est sorti de la chambre, il veut faire pipi, il a soif, il a oublié de nous dire quelque chose. Et en tant que parent, on fait ce qu'on peut pour rassurer, écouter, on revient, on essaye de négocier quand même un minimum pour la forme en espérant que ça y est, on va pouvoir avoir enfin un peu de temps pour nous, mais on essaye quand même de répondre au mieux à ce qu'on perçoit comme étant un besoin de réassurance, d'apaisement, d'attention, de lien selon les circonstances. Et malgré tout ça, malgré toutes nos tentatives pour nous montrer disponibles, l'enfant continue de demander, de manifester. On se demande, est-ce que c'est de l'inquiétude, est-ce que c'est de la frustration, on ne sait plus trop. Bref, la séparation ne se fait pas, le temps passe. Évidemment, à un moment, on est saturé, on voudrait couper court, mais on ne voit pas très bien comment. On commence à avoir des doutes, mais peut-être que je ne me suis pas rendue assez disponible aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait que je sois un peu plus présent ou présente. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour répondre à ce besoin, avec l'idée que si on trouve le besoin et qu'on le remplit, alors l'enfant va coopérer et va accepter ce qu'on lui impose. Et donc, quelque part, on se retrouve coincé dans cette logique où il faut donner toujours plus, alors qu'on a déjà l'impression d'être au maximum. Et en plus, avec le doute que, même si on donne plus, est-ce que ça va résoudre vraiment notre problème ? Dans cet épisode, je vous propose donc qu'on regarde un peu mieux cette idée, l'idée que l'émotion ou les demandes de l'enfant traduisent un besoin et qu'il faudrait répondre à ce besoin pour apaiser la situation, qu'on la regarde un peu sous différents angles. La première chose qu'on va regarder, c'est ce que cette idée a de précieux, ce qu'elle nous apporte, mais aussi ce qu'on oublie de dire à son sujet. Et puis on va se demander surtout comment est-ce qu'on peut construire un équilibre qui soit à la fois soutenable pour le parent et respectueux pour l'enfant. Alors commençons par ça. Qu'est-ce que cette idée, l'idée que derrière l'émotion, il y a un besoin, derrière les demandes, il y a un besoin auquel il faut répondre, pourquoi elle est positive et pourquoi elle nous est très utile dans la façon d'accompagner et d'éduquer les enfants ?
D'abord, cette idée correspond maintenant, en tout cas, à ce que nous savons du fonctionnement du cerveau. Mais surtout, cette idée, elle remet quelque chose de fondamental au centre. Les émotions des enfants comptent et elles méritent d'être prises au sérieux. Pendant très longtemps, la place de l'enfant a été pensée comme une place de soumission. Il doit s'adapter, il doit se taire, il doit obéir, il doit attendre, il doit faire avec. On ne se demandait pas ce que l'enfant ressentait, on ne s'intéressait pas à son monde intérieur et surtout on ne s'intéressait pas tellement à ce que nos manières de nous comporter, nos comportements avec eux pouvaient leur faire vivre. Quand un enfant manifestait une émotion, c'était souvent minimisé, ridiculisé. « Arrête ton cinéma, t'en fais trop, c'est pas grave ». Et sa vulnérabilité, ses émotions pouvaient aussi être utilisées contre lui. C'est encore vrai dans un certain nombre de situations parce qu'il faut le rappeler quand même clairement, les enfants font partie de la catégorie de population la plus dominée encore aujourd'hui. C'est la catégorie de population qui est la plus exposée aux violences psychologiques, physiques, sexuelles, aux humiliations, aux abus d'autorité. C'est une réalité statistique, ça n'est pas une opinion, même si certains agitent le mythe de l'enfant roi et de l'enfant tyran. Dans ce contexte-là, l'idée que les émotions traduisent des besoins, que les demandes traduisent des besoins auxquels il faut s'intéresser, a joué un rôle majeur. Elle contribue à réduire une partie de cette domination des adultes sur les enfants en obligeant les adultes à considérer l'enfant comme un être humain avec des besoins, des ressentis légitimes. Elle permet dans une certaine mesure, de sortir d'un rapport oppressif où c'est l'adulte qui décide de tout et qui interprète tout à partir de sa propre vision et qui impose sa propre manière de faire. Et donc, elle ouvre la voie à une relation qui est plus égalitaire, pas au sens d'égalité des rôles, mais au sens de l'égalité de la considération des besoins de l'enfant. Donc vraiment, quand un parent répond avec attention à ce que vit son enfant, il construit pour son enfant une relation sécurisante. L'enfant apprend que ce qu'il ressent a de la valeur, que son parent le prend en compte, qu'il peut compter sur son parent si quelque chose ne va pas pour lui. Et dans beaucoup de situations, ce type de réponse est extrêmement apaisant. Ça peut réellement diminuer le stress, calmer les peurs, réduire les montées émotionnelles des enfants. Et c'est vraiment essentiel pour leur construction. Et c'est particulièrement important quand l'enfant est tout petit et qu'il n'a pas encore les capacités, les compétences pour comprendre ce qu'il vit, prendre de la distance, trouver des stratégies adaptées pour surmonter les situations. Mais, quand on passe à la pratique, quand on applique cette idée dans toutes les situations, sans exception, on découvre vite quelques effets secondaires imprévus. Et il y a même des moments où, on va le voir, elle ne nous aide plus du tout, elle finit par nous bloquer dans des interactions qui tournent en boucle. Et c'est ce qu'on va explorer maintenant. Donc quand on applique cette idée émotion égale besoin ou demande égale besoin à satisfaire à toutes les situations, voilà ce qui peut se produire. Reprenons l'exemple du coucher par exemple. L'enfant multiplie les demandes. Le parent se dit, il y a un besoin d'être assuré, de sentir du lien, d'être accompagné, donc auquel il va répondre. Il va revenir, il va ajuster, il va négocier, il va rester disponible, mais l'émotion ne s'apaise pas, les demandes recommencent et la soirée s'étire sans fin prévisible. Mais en réalité, en fait, il est possible que ce moment du coucher, ça soit simplement un moment d'inconfort passager, que l'enfant cherche de manière très humaine, on fait tous ça, à éviter, à retarder le plus possible ou à rendre le moins inconfortable possible. Et les demandes de l'enfant, ce sont alors des stratégies pour éviter de faire face à un inconfort qui est inévitable. Mais y répondre positivement, c'est une manière de collaborer avec ces stratégies d'évitement, ce qui ne fait qu'entretenir l'inconfort et repousser le moment où l'enfant va devoir y faire face. Donc là où le parent croit répondre à un besoin d'attachement, en fait, il répond à un besoin d'évitement, à une demande d'évitement, mais réponse qui maintient l'enfant dans une situation qui ne l'aide pas à apprivoiser l'émotion désagréable du moment où l'enfant il se couche et le parent s'en va. C'est exactement ce que j'ai illustré dans un précédent épisode sur l'enfant qui pleure encore un mois après la rentrée.
le seul moyen de surmonter cette situation, ça n'est pas de répondre encore et encore aux besoins et aux demandes de l'enfant en espérant que ça va remplir son réservoir et que du coup il va être en capacité. C'est plutôt de l'aider à activer son courage face à cette situation difficile. Parfois aussi, répondre aux demandes amplifie une émotion sous-jacente de faible intensité ou un besoin légitime, mais peut-être un peu irréaliste. Exemple classique, dans la fratrie, un enfant se plaint d'injustice. C'est légitime et c'est important de s'y intéresser, est-ce qu'on est vraiment juste ? Et écouter les plaintes de l'enfant, c'est un bon moyen de savoir comment il vit les choses. Et parce que la plainte de l'enfant traduit en effet un besoin de justice et d'équité tout à fait légitime. Mais si, à chaque plainte, on essaye d'équilibrer, de compenser, ou parfois même simplement d'expliquer pourquoi on n'est pas juste parfois, en fait, on renforce l'idée qu'une relation fraternelle pourrait être parfaitement équitable et sans frustration. Donc, il y a un besoin légitime d'être attentif, mais ça rend ce besoin un peu impérieux, là où, en fait, un peu de flottement pourrait rendre la situation tout à fait supportable, à défaut d'être parfaite. Et en fait, trop répondre dans ces situations-là, continuer de répondre dans ces situations-là, ça amène à confondre un inconfort passager et inévitable avec une oppression qu'il serait alors légitime de supprimer si c'était vraiment une oppression. Donc vraiment, c'est important de retenir que ce qui se joue quand l'enfant réitère ses demandes, exprime des choses, ça n'est pas forcément un besoin non comblé. Parfois, c'est tout autre chose. L'émotion, les demandes, c'est le signe d'un inconfort passager et les demandes, des stratégies pour éviter d'avoir à l'affronter. Et en répondant systématiquement, on finit par peut-être pas créer de toutes pièces, mais amplifier l'idée qu'il y a un besoin derrière chaque inconfort. Et ça, c'est la porte ouverte à beaucoup de demandes difficiles à satisfaire. Et c'est quand on comprend ça qu'on peut aller vers une parentalité qui est plus réaliste, plus soutenable. La première chose que je propose souvent aux parents dans cette situation de réponse sans fin, par exemple pour le rituel du soir, mais ça peut se décliner sur d'autres situations, c'est quel serait le rituel qui serait juste à vos yeux, indépendamment du comportement et de la réponse de votre enfant. C'est-à-dire juste pour vous, juste aussi pour votre enfant et pour les autres enfants s'il y en a. Celui avec lequel vous pourriez vous dire « j'ai vraiment fait de mon mieux pour tout le monde ». Et le critère de choix de l'attitude à avoir, ce n'est plus « est-ce que ça va calmer mon enfant ? Est-ce que ça va apaiser mon enfant ?» Mais c'est plutôt « est-ce que je peux me dire que j'ai fait ce qui est juste, même si mon enfant n'est pas d'accord avec moi ?» Vraiment, dans beaucoup de situations, les parents se sentent coincés parce qu'ils attendent un signal venant de l'enfant, un apaisement, une coopération, une satisfaction. Et comme ce signal ne vient pas, ils sont un peu bloqués et ils multiplient les efforts pour obtenir. Donc quand on sort de cette logique et qu'on se dit, même s'il ne change pas, qu'est-ce que moi je choisis, on peut retrouver de la marge de manœuvre. Je demande souvent aux parents dans ce type de situation de réfléchir à cette question. Si vous aviez la certitude absolue que rien de ce que vous pouvez faire ou dire ne va changer le comportement de votre enfant, qu'est-ce que vous feriez différemment ? Cette question, elle enlève de la dépendance au comportement de l'enfant, elle redonne de la liberté aux parents pour construire un cadre qui soit vivable pour lui. Et paradoxalement, ce que j'observe dans mes accompagnements, c'est que ça aide souvent aussi l'enfant à traverser la situation difficile qu'il avait à affronter, même si évidemment ça n'est pas garanti, je n'ai pas de baguette magique pour faire changer les comportements des enfants. J'aimerais bien, mais hélas non. Et en plus, quand en tant que parent on a vraiment choisi ce qui est juste pour nous et qu'on a un cadre qu'on sent soutenable et juste, on peut plus facilement dire à son enfant
qu'on comprend que ce soit difficile, qu'on comprend qu'il soit déçu, frustré, en colère, qu'il peut même nous manifester son émotion et qu'on peut la recevoir sans être déstabilisé et sans se dire qu'on doit absolument y faire quelque chose. Et quelque part, ça nous permet d'être plus disponibles pour les émotions de l'autre quand le cadre est soutenable pour nous. Donc si je devais résumer ce que je viens de dire aujourd'hui dans cet épisode, l'idée que l'émotion, les demandes signalent un besoin, ça reste essentiel. Ça permet encore de mieux considérer ce que vivent les enfants, de limiter la domination adulte et de garder l'idée qu'il y a des besoins à satisfaire et qu'il faut être à l'écoute. Mais il faut bien retenir que l'émotion ne dit pas toujours « j'ai un besoin non satisfait ». Elle peut parler de simplement c'est pas très confortable et j'aimerais trouver un moyen de rendre ça moins inconfortable. Ce moment est difficile, je veux l'éviter. Ou même une réaction amplifiée par nos réponses, une demande légitime en tout cas, amplifiée par nos réponses quand on cherche à répondre à un besoin qui n'existe pas vraiment. Et quelque part, on pourrait remplacer la phrase « une émotion signale un besoin et répondre au besoin apaise l'émotion » par quelque chose d'un peu plus réaliste qui pourrait ressembler à ça. Les émotions, les demandes signalent parfois des besoins importants et parfois simplement des inconforts passagers. Et répondre à des besoins qui n'existent pas vraiment ou qui sont de faible intensité peut augmenter les émotions et la dépendance à nos réponses. Et donc dans ces situations-là, ça peut être utile de replacer le curseur non pas sur l'enfant, mais sur soi. Si vous vous donnez déjà beaucoup, que vous vous ajustez et que rien ne change, la question peut simplement devenir « où est ma limite à moi en fait ?» Ça n'est pas devenir dur, autoritaire ou manquer d'écoute, c'est construire un cadre soutenable, parce qu'un parent qui s'épuise à donner des réponses infructueuses, sans succès, il perd aussi confiance en lui, en sa capacité, ses compétences de parent, il s'épuise et ça n'est bon ni pour le parent ni pour l'enfant. Donc vraiment, fixer sa propre limite dans ces moments-là, c'est aussi ce qui permet de retrouver un équilibre vivable pour l'enfant autant que pour le parent. Merci d'avoir écouté cet épisode de Du côté des parents. S'il vous a plu, vous pouvez faire plusieurs choses. D'abord, évidemment, vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et même vous abonner à ma newsletter pour avoir des infos sur mes interventions, conférences et autres. Le lien est dans la description de l'épisode. Vous pouvez aussi laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Ça contribue évidemment à faire connaître le podcast à d'autres personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi, si vous en avez les moyens, me faire un don parce que ces dons me permettent de libérer du temps pour produire plus de contenu gratuit et accessible à tous comme ce podcast ou les articles sur mon blog. Pour faire les dons, vous trouverez là aussi un lien dans les notes de l'épisode. Et pour finir, très important, si vous avez des questions, des sujets que vous aimeriez m'entendre aborder dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part et à me joindre sur les réseaux sociaux ou par email à l'adresse sandrine@scomc.fr. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.